d'interactions rotor-stator avec différents niveaux de précision. La première couplait une approche RAND, donc simulation basse fidélité, avec des modèles analytiques. Et la seconde était une approche plus haute fidélité qui couplait une simulation qui résolvait les échelles de turbulence avec une analogie acoustique pour la propagation du son. L'objectif était de confronter ces deux approches et de comparer leur coût et leur précision. On souhaitait aussi évaluer l'impact et surtout la validité de certaines hypothèses qui sont faites dans les modèles analytiques et leur impact sur la prédiction de bruit. Et enfin, évaluer la contribution de l'interaction rotor-stator au bruit total vis-à-vis des autres potentielles sources de bruit dans les tâches FAN. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur deux points. L'approche hybride pour la prédiction du bruit large bande et les différentes la contribution des différentes composantes sources de bruit. Donc aussi, le plan de cette présentation, donc je vous ai présenté le contexte, je vais vous présenter ensuite la méthodologie qu'on a employée sur une configuration, en particulier celle du projet TurboNoise BB. Je mettrai en valeur quelques points clés au niveau de l'aérodynamique et de l'acoustique qui siègent dans cet étage, et puis ensuite on conclura avec quelques perspectives. Donc, la méthode hybride, on parle de méthode hybride lorsqu'on sépare le calcul des sources de la propagation acoustique. Donc, on calcule dans un premier temps les sources de bruit à l'aide d'une simulation qui résout les échelles de turbulence. Donc, pour vous donner un ordre d'idée des différentes méthodes disponibles, voici un spectre de turbulence séparé en trois parties, donc avec la partie qui contient l'énergie, tout à gauche, la zone inertielle au milieu, et à droite, la zone dissipative. Donc, typiquement, facile de classer les différentes approches en trois parties. La modélisation RAND, qui modélise l'ensemble du spectre et qui donc n'est pas intéressante dans notre cas pour avoir des statistiques précises sur la turbulence. Ensuite, la méthode la plus fidèle qui est la DNS, donc où on résout directement les équations de Navier-Stokes sur l'ensemble du spectre, donc une technique qui est très demandeuse en termes de calcul et qui n'est pas envisageable sur le type de configuration dont on traite ici. Il y a une solution intermédiaire, c'est la LES, donc une simulation aux grandes échelles, qui permet en fait de simuler qu'une partie du spectre que l'on va résoudre, et la partie non résolue sera modélisée avec un modèle de sous-maille lorsque les structures turbulentes sont en gros plus petites que notre maillage, pour faire simple. Un autre problème qui survient dans notre situation, c'est que même en phase d'approche, on atteint des Reynolds qui sont proches du million pour un étage de fan. Et donc, les couches limites sont relativement difficiles à décrire. C'est très coûteux en termes de simulation de calcul pour avoir un maillage assez fin en parois. Donc, pour remédier à ce problème, on a opté pour une approche où on a une modélisation en parois qui permet de réduire drastiquement le coût de la simulation. Évidemment, on perd un peu en précision avec ce type d'approche. Donc, lorsqu'on fait ce genre de simulation, on peut ensuite extraire les sources acoustiques. Dans notre cas, elles correspondent aux fluctuations de pression qu'on va récupérer sur la surface du stator et du rotor. On va ensuite utiliser ces fluctuations de pression comme des sources dans un cadre d'une analogie acoustique en champ libre dans notre cas avec l'analogie de Fox-Williams-Hawkins. Donc classiquement, l'analogie de Fox-Williams-Hawkins, ça nous permet d'avoir le bruit rayonné en champ matin lorsqu'il y a la présence de surface solide. Donc il y a trois types de sources, les sources liées au cisaillement, donc avec le tenseur de Lightning qui correspond au quadrupôle, les sources dipolaires, donc la deuxième ligne qui correspond aux fluctuations de chargement, et troisièmement la source monopolaire, donc le bruit d'épaisseur. Il se trouve qu'au nombre de Mach qu'on étudie, les sources monopolaires et quadripolaires sont plutôt négligeables, et donc on se concentre sur le bruit dipolaire qui, évidemment, correspond aux fluctuations de pression qu'on récupère sur le rotor et sur le stator. Donc, cette méthodologie, elle a été appliquée à la géométrie A4.1, qui était au centre du projet TurboNoise BB. Donc, elle est constituée de 20 rotors et 44 stators. Et en bas à droite, je vous présente le domaine de calcul qui a été réduit à un rotor et deux stators grâce à des conditions périodiques. Donc, les simulations ont été réalisées avec le code ADVP du Surfax. Je vous ai mis un petit tableau pour que vous ayez des dimensions concernant ce point de fonctionnement-là. Et donc, dans le cadre de la thèse, on a réalisé deux calculs LES, un avec un moyage, disons, de taille moyenne, et un second
avec une densité de maillage double quasiment. Et pour vous donner un repère, au niveau de la paroi, on est environ 1,5 fois plus précis avec la LES2. Donc, regardons maintenant un peu plus profondément l'aérodynamique. Donc, ces calculs-là, ils ont permis de mettre en valeur des structures caractéristiques des écoulements turbomachines en phase d'approche. Ici, vous avez les lignes de courant colorées avec la vorticité, avec au bord d'attaque une structure tourbillonnaire qui est vraiment caractéristique de ce genre de point de fonctionnement. Donc, avec des lignes de courant qui tourbillonnent jusqu'en tête de pale où elle va nourrir l'écoulement de jeu. Donc, c'est une zone de recirculation importante. Vous voyez que les lignes de courant vont alternativement vers l'amont et vers l'aval. Donc, une forte zone de décrochage qui va entraîner une transition de la couche limite de laminaire à turbulent. Si maintenant on regarde l'écoulement sur le stator, il est plutôt propre du bord d'attaque jusqu'à 60% de corde, et un fort écoulement radial apparaît pour les deux simulations. Dans le cas de la LES1, vous voyez qu'il y a une nouvelle fois une forte zone de recirculation qui disparaît dans la LES2, même s'il y a quand même un certain écoulement radial. Alors, cette image elle vous illustre l'importance du raffinement de maillage. Dans notre cas, on a juste multiplié par 1,5 la précision du calcul, et on a une zone de recirculation qui a disparu. Ça montre que même avec une approche de modélisation en paroi, la précision du maillage en paroi reste relativement importante. Donc, là, vous avez une vue d'ensemble de l'écoulement. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le décollement au bord d'attaque qui est en fait dynamique. Vous avez des structures tourbillonnaires qui sont générées de manière intermittente au bord d'attaque du rotor et qui vont longer l'extrado du profil pour ensuite être diffractées au bord de fuite avec un mécanisme de bruit de bord de fuite. Donc là, vous avez une source qui va créer un bruit de bord d'attaque, un bruit de bord de fuite, et qui va également contribuer au bruit d'interaction rotor-stator, puisque toutes ces structures turbulentes vont également impacter le stator en contre-vent. Donc, on vient de voir qu'il y a des tas de phénomènes qui vont impacter la structure du sillage, qui est au centre du mécanisme d'interaction rotor-stator. Et selon le raffinement de la simulation, on va avoir des niveaux de turbulence différents. Et c'est là qu'une nouvelle fois, il faut savoir bien jauger le niveau de précision nécessaire pour faire ce genre de simulation. Ici, je vous ai tracé des profils azimutaux à 75% de hauteur de pale. Donc là, pour vous repérer, il y a des dessins là-haut. Donc, il s'agit des profils de sillage pour les moyennes quadratiques, donc ce qui est lié à la turbulence. Comme vous pouvez le voir, la LES1, elle surestime largement les niveaux de turbulence. On a la bonne forme des profils pour les trois composantes, mais c'est largement surestimé. Et en augmentant la précision de notre calcul, on a des niveaux de turbulence qui sont beaucoup plus proches des niveaux expérimentaux, avec une légère surestimation qui a été attribuée en fait à un défaut dans une imprécision des mesures fil chaud. Donc une nouvelle fois, on met en valeur l'importance du raffinement du maillage dans ce cas-là. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble de l'écoulement en phase d'approche, regardons les différentes sources de bruit qui sont présentes. Une manière assez conventionnelle de les détecter, c'est de regarder les fluctuations de pression en paroi, ici sur l'extrado du rotor à gauche et du stator à droite. Ce que vous voyez, c'est que le décollement au bord d'attaque du rotor génère beaucoup de fluctuations, donc, qui sont aussi synonymes de transition à la turbulence, mais donc qui nous montrent que vraisemblablement, cet élément-là contribue grandement à la production de bruit. Si on regarde maintenant le stator sur la droite, vous avez au bord d'attaque de fortes fluctuations. Il s'agit en fait de l'interaction rotor-stator, puisque ces fluctuations sont générées par l'impact des sillages sur le bord d'attaque. Vous avez une seconde zone de forte fluctuation proche du bord de fuite, qui pour le coup est liée à la transition de la couche limite de l'état laminaire à turbulent. Et dans le cas de la LES1, il y a un décollement supplémentaire, ce qui mène à des fluctuations un peu plus importantes. Donc ces différentes sources vont contribuer au bruit total de manière différente. C'est ce qu'on va voir maintenant avec les prédictions de bruit. Alors ici, je vous présente celles qui ont été effectuées en se basant sur les fluctuations de pression extraites du stator pour la LES1 et la LES2. Donc premier commentaire, vous voyez que les prédictions surestiment globalement le bruit rayonné par rapport aux données expérimentales. Ça, c'est majoritairement dû au fait qu'on a utilisé une analogie acoustique en champ libre, donc qui ne tient pas compte des effets de coupure du conduit,
et qui conduit à cette surestimation. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que la LES2 prédit des niveaux de bruit moins élevés à basse fréquence. C'est majoritairement dû au fait que la turbulence a été largement plus raffinée et qu'il y a moins de grosses structures dans les poumons. Donc là, on a l'ensemble des sources stator. Ce qui peut être intéressant, c'est de séparer le stator en deux parties pour avoir d'un côté les sources liées à l'interaction rotor-stator et de l'autre les sources proches du bord de fuite. C'est ce que je vous ai tracé ici dans le cas de la LES2. Ce que vous pouvez voir, c'est que en fait, la partie arrière, donc en vert, contribue grandement au bruit total. C'est un résultat qui n'était pas nécessairement attendu, puisqu'on s'attendait à avoir une prépondérance de l'effet de bord d'attaque. En réalité, cela montre que, premièrement, le mécanisme d'interaction rotor-stator n'est pas l'unique source dominante pour ce point de fonctionnement, mais aussi qu'il y a un fort couplage entre l'avant et l'arrière de la pale, comme vous pouvez le voir avec cette courbe rouge qui correspond à la corrélation croisée des signaux récupérés sur ces différentes zones. Donc, on a identifié ici deux sources prépondérantes au niveau du stator. Comme je vous l'ai dit, on a aussi extrait les fluctuations au niveau du rotor. Et donc, voici les simulations, les prédictions obtenues pour la LES1 et la LES2 en se basant sur les fluctuations de pression récupérées sur le rotor. Donc, vous pouvez le voir, les niveaux de bruit sont relativement importants et sont loin d'être négligeables par rapport au bruit stator et notamment le bruit de bord d'attaque. Il y a une très grande modification du spectre entre les deux simulations. C'est essentiellement dû au fait que l'écoulement en paroi est largement mieux décrit dans la LES2, ce qui va mener à une réduction des grosses structures dans le cas de la LES2 et donc une baisse du bruit à basse fréquence, donc, typiquement générée par ce décollement par attaque, et l'augmentation du bruit à haute fréquence à cause de l'apparition de structures plus petites. Donc là, on vient de mettre en évidence trois mécanismes clés. Un qui était attendu, le mécanisme d'interaction rotor-stator, mais aussi les transitions laminaires turbulents et les décollements qui jouent un rôle prépondérant. Ce sont des choses qui avaient déjà été observées sur des profils isolés, mais qui là apparaissent également dans le cadre de turbomachines. Ça mène à la fin de cette présentation. Donc, pour vous donner les idées claires à retenir de cette présentation, d'abord, on a donné une meilleure compréhension de l'écoulement en phase d'approche pour un écoulement de turbomachine. On a mis en avant des points caractéristiques, notamment avec les décollements et leurs contributions respectives au bruit ambiant. Un point qui est très important, c'est en termes techniques, au niveau du raffinement du maillage. Malgré l'utilisation d'une modélisation en paroi, il est très important d'avoir un certain niveau de raffinement, même en paroi, pour garantir des résultats fiables, notamment au niveau des zones de recirculation. Trois mécanismes ont été mis en évidence, le mécanisme d'interaction rotor-stator et deux mécanismes supplémentaires, le premier avec une transition laminaire turbulente sur le stator et le second avec un décollement au bord d'attaque du rotor qui contribue à la fois à un bruit de bord d'attaque à cause du décollement lui-même et à un bruit de bord de fuite grâce à la diffraction des structures turbulentes qui sont générées en amont. Au niveau des perspectives, alors il y a plein de choses à faire puisqu'on est vraiment au début de ces méthodes avancées. On est à la limite des simulations avec modélisation en paroi. L'étape d'après, qui semble logique, c'est de passer à une paroi résolue. C'est quelque chose de très coûteux. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait envisageable. Les premières simulations qui sont proches d'être résolues atteignent, pour ceux qui sont familiers avec le domaine, un Y plus de 3, 4. On n'arrive pas à descendre en dessous de 1 pour l'instant parce que c'est trop coûteux. Une autre étape serait de faire une simulation avec 360 degrés. Il n'y a pas seulement un secteur. Ça peut paraître moins intéressant, mais en réalité, prendre ce type de configuration permettra de ne pas avoir de conditions périodiques et donc de nous permettre une propagation acoustique fidèle au bas modèle. C'est-à-dire qu'on n'impose pas une périodicité au niveau des modes de conduite. C'est ce que va faire normalement, si tout se passe bien, Jean Hallam, qui vous présentera peut-être un jour ses travaux là-dessus, et qui pourrait être très intéressant pour la propagation du bruit. On va aussi utiliser l'analogie de Bochting. Donc, dans notre cas, on a utilisé l'analogie de Fuchs-Williams-Hawkins, qui est en champ libre. Bochting tient compte du conduit, et donc il y aura un effet de réduction de bruit dû à la coupure induite. Une autre étape serait de faire une prédiction directe du bruit, au moins du champ proche, jusqu'à la sortie du moteur,
pouvoir ensuite utiliser ce qu'on appelle des surfaces poreuses, qui vont être ensuite utilisées comme source dans l'analogie de Cox-Williamson. Les deux derniers points, ce qui serait nécessaire, c'est aussi une analyse vraiment poussée de la turbulence au niveau de la zone interétage. Il y a des hypothèses qui sont assez fortes, qui sont faites dans les calculs que j'ai fait dans ma thèse, notamment de turbulence filée, donc l'hypothèse de Taylor. On admet souvent sans vérifier, et il est possible que dans ce type de zone, ça ne soit pas respecté. Et un dernier point, c'est le bruit de l'écoulement de jeu qui n'a pas du tout été poussé dans le cas de mon étude, et qui pourrait être intéressant, notamment dans ces phases d'approche où l'écoulement est proche du décollement. C'est notamment ce qu'est en train d'étudier David Amidel aussi, qui est au LMFA, et qui travaille sur ce type de problématique actuellement. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis tout oui. Allons-y. C'est sur la pondération des différentes sources sur le stateur. Du coup, c'est un décollement ce qui se passe à 60%. Alors, c'est un décollement dans le cas de la LES1. Dans la LES2, c'est vraiment juste une transition laminaire turbulente. C'est ça qui est assez curieux. Et en fait, cette différence de niveau, quand on regarde, on ne savait pas d'où elle venait. Quand on a regardé la corrélation croisée, on s'est rendu compte que les sources au bord d'attaque, en fait, semblaient avoir interagi avec cette zone aussi au bord de fuite. Parce que c'est juste sur la pondération, le fait qu'elle soit. A priori, c'est même cette transition-là qui est plus intense qu'au moins du même ordre de grandeur en intensité. C'est ça. A priori. Du coup, là, avec le calcul LES2, tu as à peu près confiance que c'est plus vraiment un effet numérique. Oui, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qui avait été constaté par Jérôme de Laborderie sur des calculs un peu moins affinés et avec une hauteur de pale réduite. Mais il avait constaté le même type de choses en sectionnant plusieurs fois d'ailleurs sur sa table, puisque lui, il avait regardé 40%, 50%, 60%. Et il observait cette augmentation de bruit progressive en augmentant la taille de la partie bord de fuite. Pareil sur les maillages LES1 et LES2, là on voit que les premières BPF, du coup, elles émergent à peine, par exemple dans le calcul. Alors ça, c'est un effet du Moyen Âge. Là, il y a 10 fenêtres pour moyenner, pour avoir vraiment le spectre large bande. Donc ça ressort beaucoup mieux si je fais moins de moyenne, mais le spectre large bande est un peu moins lisible. Il est quand même beaucoup plus visible sur la LES2 grâce à une finesse du maillage qui permet de mieux raffiner les sillages, mais on les voit beaucoup mieux sur un spectre qui n'est pas autant moyenné. Tu vas distinguer les deux sources de bruit pour le stator et pour le rotor entre la partie bord d'attaque et bord de fuite. Alors, je n'ai pas essayé, ça peut être une bonne idée. En fait, au début, tu montres que les structures qui sont produites par le déplacement en gros intermittent bord d'attaque interagissent totalement avec le bord de fuite. Donc, on peut se demander si le bruit est plutôt au bord d'attaque ou au bord de fuite. C'est une bonne question. Il me semble que. Alors, il y a Deuze qui a étudié ça sur une DNS du profil CD, si je me souviens bien. Et dans son cas, il y a un rayonnement au bord d'attaque qui est moins important que celui de bord de fuite. Donc, vraisemblablement, c'est le mécanisme de bord de fuite qui contribue le plus. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Là, intermittent, vous avez une espèce de bulle en fait. C'est ça, c'est une sorte de bulle. C'est juste une question complètement intéressée. Sur les spectres, là-bas, une composante relativement haute fréquence qui apparaîtrait. Alors, on a eu cette discussion avec Jean, il y a un espèce de pic qui apparaît à ce niveau-là, c'est ça. Alors, Jean, il a observé ça, si je me souviens bien, sur les micros. Je ne sais pas s'il a regardé sur les calculs de puissance. Non. Alors, moi, pour être honnête, je n'ai pas assez regardé les micros parce que les données expérimentales que j'avais étaient sur les calculs de puissance. Donc, je ne peux pas te dire ça, mais je me dis que si c'était quelque chose qui apparaissait sur beaucoup de micros, on devrait le voir apparaître sur les calculs de puissance. Il semble que ce ne soit pas le cas. Et justement, on est en ce moment en train de discuter avec Jean de cette chose-là parce qu'on n'est pas encore sûr d'où ça vient. Parce qu'il me semble que justement sur l'étude de Deuze, il avait observé ce typique qui apparaît à peu de fréquence. Ce n'est pas le cas ici.
Christophe, qui a une question à distance. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, j'ai une question. Je voudrais revenir sur le décollement et sur la taille du maillage. Donc, juste pour bien comprendre, là, il y a une méthode qui fait le RANS sur la couche limite, qui est et ensuite, il y a une transition vers la LES à l'extérieur. Alors non, il n'y a pas du tout de RANS ici, Christophe. C'est une méthode avec une modélisation en paroi. Donc, on impose un profil de vitesse sur la première maille. En fait, on met la vitesse à 0. Et le gradient, il est imposé par la suite en utilisant la viscosité. D'accord, donc c'est un truc style Whale, un truc comme ça, quoi, qui fait muter près de la paroi. C'est vraiment une loi de paroi. Il n'y a pas de RANS dans ce calcul-là. C'est pour ça qu'on voit qu'on peut voir la transition laminaire turbulent. Ce serait impossible de voir ça, c'est pour ça que je posais la question. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, j'ai fait aussi un RANS sur cette géométrie-là. Et évidemment, au RANS, la transition, elle est quasi instantanée. On ne voit pas du tout cette étape-là correctement. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question, c'est sur la façon de faire le maillage. Parce que finalement, quand tu montes ton film sur le transparent 14, hein, oui. On voit par exemple que le sillage en bas, il est 2D, quoi. Donc voilà, quand on regarde celui qui est en bas, là, très clairement, il est maillé avec une distorsion de maille qui doit être gigantesque parce qu'on ne voit pas le mélange 3D, quoi. Donc la question qui va derrière, c'est est-ce qu'on raffine bien de façon en préservant un aspect d'émail qui est assez raisonnable, parce que finalement, si on maille dans deux directions et que la structure tourbillonnaire ne peut pas se développer dans la troisième, c'est comme si on raffinait, mais sans vraiment raffiner, quoi. On n'a pas la cascade d'énergie, en fait. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu sous-entends, c'est que dans la direction, par exemple, radiale, le raffinement, il ne serait pas suffisant, c'est ça? Dans la direction perpendiculaire au plan, là, très clairement, on a l'impression que les mailles, elles sont très larges par rapport à ce qui se passe dans le plan, visuellement. Alors, en fait, les mailles, elles sont plutôt uniformes dans cette zone-là. Donc, en fait, les mailles dans la direction axiale, azimutale et radiale, elles ont la même dimension. D'accord, elles ne sont pas déformées. Mais elles ne sont pas déformées avant, au moment de la génération du sillage, quoi. Non, elles sont relativement uniformes. Et en plus, c'est un maillage non structuré. Donc, on n'a pas cherché à étendre les mailles. Elles sont vraiment très compactes. Donc, là, je pense que ce sentiment que tu as vis-à-vis de ce sillage-là, c'est qu'il s'agissait de la LES 1. Ouais. Et effectivement, là, on a l'impression que les sillages sont un peu diffus. La raison, c'est que j'avais peut-être pas assez anticipé justement ce décollement et qu'il soit aussi épais et qui crée des structures turbulentes qui longeraient à ce point le sillage. Et donc, il y a une sorte de diffusion qui s'opère sur le côté extrado du sillage, si je peux dire ça comme ça. Et ça se voit beaucoup moins dans la LES2 qui est plus raffinée. Mais je n'ai pas de film parce que je n'ai pas fait l'extraction exprès pour la vidéo. Si tu veux, on devine quasiment du vortex pairing, quoi. Tu vois, on devine vaguement des tourbillons qui se mettent ensemble pour faire des structures, un sous-harmonique qu'on voit visuellement, ce qui est quand même une structuration 2D de l'écoulement, quoi, fortement 2D. C'est ça qui est un peu étonnant, quoi. D'accord. Je ne sais pas si tu vois en bas, là. Enfin, je ne sais pas si je peux. Si, je vois bien. On voit les tourbillons rouges, là, ils se mettent ensemble pour en faire deux, pour en faire un plus gros, ce qui est vraiment la signature d'un truc 2D. On a un sous-harmonique. Et donc, ça veut dire que l'énergie, ce n'est pas une cascade d'énergie qui va vers les hautes fréquences, c'est une cascade d'énergie qui va vers les basses fréquences, quoi. C'est quand même la signature d'un écoulement 2D, quoi, basiquement. C'est pour ça que je pose la question, mais peut-être que c'est normal. Hein. Sur le profil, tu viens des Sur le profil, oui, mais là, il parlait justement du sillage un peu plus bas. Mais comme c'était juste à la sortie du sillage, c'est peut-être encore une mémoire de sillage. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, Christophe, il y a Marc qui propose de dire que vu que les mailles sont une sorte de maillage structuré au niveau de la paroi, puisque c'est des prismes qui sont utilisés, ce qu'il suggère, c'est que peut-être le maillage en paroi a induit cette espèce de vortex pairing que tu as remarqué. Merci en tout cas. Plaisir. Juste un commentaire.
coup, alors, entre la LES1 et la LES2, tu vois que tu réduis beaucoup l'accident qui se produit sur la partie arrière du stator. Ouais. Mais est-ce qu'on est vraiment sur la physique ou est-ce que. Ah, ça, c'est la réponse la plus compliquée quand on fait ce genre de calcul. En réalité, la seule chose qui permettrait d'avoir une réponse très claire, c'est de faire un calcul raffiné avec couche limite résolue. Il n'y a pas de mesure sur le stator. Il n'y a pas de. mesure. Non, alors, c'était prévu à la base d'avoir une OGV instrumentée. Ça n'a pas été le cas finalement pour des problèmes d'installation. Ça nous aurait vraiment aidé à avoir un peu plus les idées claires sur cet aspect-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu d'autres calculs LES dans le projet, notamment à l'ONERA, ils ont fait une ZDES. Alors, évidemment, c'est du rente sans paroi, mais ils n'ont pas observé de décollement. En revanche, ils ont observé de fortes fluctuations de pression au même endroit que moi sur la LES2. Donc, déjà, il y a cet aspect-là qui permet de confirmer ça. En revanche, effectivement, l'analyse s'est plutôt passée sur le décollement au bord d'attaque du rotor pour la plupart des partenaires. Donc sur le stator, je n'ai pas tant de retours que ça de la part des partenaires, si ce n'est cette ZDES qui est quand même très raffinée. Une question d'Ali, est-ce qu'avec les champs très sauvegardés, est-ce que ce serait possible de faire l'équivalent d'une décomposition, d'une analyse modale du champ rayonné, les ondes vont être trop tuées par le maillage? Normalement, j'ai fait les mêmes extractions pour la LES1 et la LES2, donc on peut utiliser celle de la LES2. Les signaux seront un peu plus courts peut-être, poser problème. C'est quelque chose qui peut se regarder parce que, pour être très honnête, je n'ai pas regardé trop la propagation acoustique parce que ce n'était pas notre objectif de base. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder a posteriori. Normalement, j'ai fait le maillage en gardant 25 points par longueur d'onde pour un schéma d'ordre 2. C'est un peu juste, mais ça devrait être suffisant pour avoir des résultats exploitables pour ce type de décomposition. Ce que je pense, c'est là où les données expérimentales sont riches. Ouais. C'est des micros qu'ils ont mis en paroi. Et d'ailleurs, j'ai mis des micros au même endroit que dans l'XP, donc on devrait pouvoir les exploiter. Une question? À distance non plus? Je ne vois pas de main levée. Bon, eh bien, écoutez, je propose de clore ce café. Alors, la prochaine fois, donc le prochain café, c'est le 25 février. Donc, je ne sais pas qui, enfin, on a deux suggestions pour l'instant pour passer. Le 25, soit Elina, soit Codor. Donc, on verra. Ça dépend un petit peu des départs. Je ne sais pas quand on parle d'Elina finalement. Ah bon, bah, voilà, d'accord. Tu ne pars pas tout de suite. Donc, sinon, on a Codor là, qui est à distance, qui lui n'est pas encore sur place, mais voilà, donc il pourrait nous faire aussi un exposé sur ses précédentes recherches avant d'arriver au LMFA. Donc, on va vous préciser ça très prochainement. Le 11 mars ensuite, si je me souviens bien, donc il doit y avoir une journée l'ETMA, je crois. Donc, avec des séminaires un peu toute la journée, donc ça serait peut-être pas mal. On peut s'inscrire. Didier vous précisera tout ça, puisque c'est lui qui s'occupe, enfin, qui participe à l'organisation. Donc, ça pourrait être bien de s'inscrire et puis d'assister à quelques conférences. On nous fera passer le programme et l'ensemble des modalités pour pouvoir assister à ces conférences. Donc, il y a une présentation au laboratoire. Qui est-ce qui l'a fait? C'est Didier, peut-être? Je sais plus. Oui. Voilà. Oui? Qu'est-ce qui me... Je pense, oui. Ah, c'est cool. Je parle pour lui, mais... Oui. Ouais, peut-être, hein, c'est à savoir. Ouais. Ok.
Bon, donc, enfin, on a encore le temps, c'est le mars. Donc, le prochain, 25 février, on précisera là aussi, on refait le tour hein, pour savoir qui présente le prochain café. Dernière information, j'ai enregistré normalement le café d'aujourd'hui, sauf que je n'ai pas commencé au début, j'ai un peu oublié. Donc, ça commence au moment du plan, enfin, de l'exposé des objectifs et tout ça. Donc, il y a juste le contexte et la précision des dessins de départ qui ne sont pas mis. Mais enfin, pour ceux qui voudraient le regarder, on va essayer de mettre ça, de rendre ça disponible. C'est Safran qui a. Voilà, ça doit être la censuré parce qu'il y avait des petits avions. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister au café d'aujourd'hui, bon, et puis pour les prochains, on va essayer d'enregistrer la totalité de la séquence, donc que ça puisse être revu. Voilà, bah, écoutez, merci, et puis à bientôt la prochaine fois. Est-ce que le son était meilleur Christophe, tu es toujours en ligne, là, je te vois. Oui, c'est bien plus agréable que la dernière fois. Ah oui, la dernière fois, il n'y avait pas plus fort. On a un système avec les deux Jabra, donc qui ont l'air de fonctionner. Je pense que celui-là était aussi. Ouais, on entend. Ouais, on entend bien. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc on va conserver cette manière de faire. On avait déjà vraiment raccourci. Allez, au revoir à tous.